Dans le temps de l'info, LCI vous répond bien sûr à cette heure-ci à 10h30. C'est la question du jour. Faut-il une vraie défense européenne ? Est-ce la solution ? Est-ce la seule d'ailleurs face aux Russes et surtout face au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Ce week-end, Emmanuel Macron a plaidé pour une Europe puissance de défense auprès des Suédois et des Finlandais. Alors, vous posez votre question grâce au QR code que vous flashez, que vous scannez et nous allons y répondre. Grâce à Claire Fournier, grâce à Xavier de Giacomoni, grâce à Yael Gauze et grâce à Emma Barrier que nous retrouvons. Bonjour Emma, merci beaucoup d'être là. Alors cette question du jour, comment fonctionne la défense de l'Europe aujourd'hui d'ailleurs, pour commencer ? Eh bien, c'est la politique de sécurité et de défense commune qui régit la défense européenne, et ce depuis la signature du traité de Lisbonne en 2007. Le but, regardez, c'est d'allouer à tous les pays membres une capacité opérationnelle qui s'appuie sur des moyens civils et militaires. Alors, si on se penche pour commencer sur cette fameuse capacité opérationnelle, eh bien là, on constate que ces forces sont plutôt dispersées. En fait, au fil des années, plusieurs organes permanents ont été créés pour assurer la mise en œuvre de cette politique. On peut citer par exemple, entre autres, l'état-major, le comité politique et de sécurité ou encore l'Agence européenne de défense. Alors, il existe bien un haut représentant pour cette politique de sécurité qui exécute les orientations générales qu'ont définies les États membres, mais forcément, tous ces organes ne lui facilitent pas la tâche. Alors, s'il est difficile de comprendre exactement qui fait quoi, ce qu'on peut en revanche savoir, c'est précisément combien coûte cette politique à l'Europe, en l'occurrence 326 milliards d'euros sur l'année 2024. Alors évidemment, ces dépenses dans le domaine de la défense n'ont fait qu'augmenter depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Alors regardons à quoi sert cet argent. Eh bien, à renforcer la défense commune, à établir de nouvelles stratégies. En fait, depuis 2007, là aussi, plusieurs instruments et projets de coopération ont été lancés, comme par exemple le Fonds européen de la défense, qui est justement censé remédier à ce problème de dispersion des efforts entre tous les pays membres. Ce fonds, il a été créé en 2021. Il est doté d'un budget de 8 milliards d'euros pour la période qui va jusqu'à 2027. Ensuite, depuis la guerre en Ukraine, là, des instruments d'urgence ont aussi été introduits comme EDIRPA ou ASAP qui font tous les deux partie de cette stratégie pour l'industrie de la défense qui s'appelle donc EDIS. Et grâce à ça, eh bien, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne utilise son budget pour financer directement la production d'armements. Enfin, un dernier outil, la boussole stratégique qui a été approuvée en 2022. Il s'agit en fait d'une sorte de plan d'action qui établit une vision stratégique commune et des objectifs concrets, là encore pour renforcer la politique de sécurité et de défense d'ici 2030. On voit donc qu'il y a une multiplication, Emma, d'acteurs, de plans d'action, de budgets débloqués, mais concrètement sur le terrain, on en est où du développement d'une force armée européenne ? Bien, c'est justement dans le cadre de cette boussole stratégique que les États membres se sont mis d'accord pour créer une capacité de déploiement rapide, cette fameuse force armée qui serait constituée de 5000 soldats et qui devrait être opérationnelle à partir de 2025. On sait déjà qu'un exercice qui a mobilisé 2800 militaires a d'ailleurs déjà été réalisé fin 2023. Sauf que le problème de cette force armée, son problème principal, c'est qu'il faut évidemment le consentement de tous les pays membres de l'Union européenne pour la déployer. Merci beaucoup Emma, venez donc nous rejoindre. Nous avons une première question de Marwan. Bonjour Marwan, vous êtes à Pau. Alors, pourquoi les peuples européens sont-ils si sceptiques à l'idée d'une défense européenne ? Elle ne s'accompagnerait que de bénéfices notoires pour les États membres. Xavier ? C'est difficile à imaginer parce que la défense... Le militaire, c'est vraiment le régalien, c'est vraiment la souveraineté de chaque État. Alors, mettre à la disposition des autres, mettre en commun ces forces nucléaires, ça paraît extrêmement compliqué culturellement en Europe. Oui, on a sur les peuples européens sont-ils sceptiques à l'idée d'une défense européenne au-delà du nucléaire. Non, c'est pas le nucléaire, c'est la défense européenne. Oui. Chaque pays en Europe, au fil de l'histoire, depuis 10 siècles en fait, s'est défendu par lui-même contre les autres. Il n'y avait pas la paix en Europe jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est difficile de comprendre culturellement qu'il faut se mettre ensemble pour faire face aux nouvelles menaces. Les menaces ont changé en Europe. Il n'y a plus de menaces entre pays européens, au moins a priori pour le moment. Et donc, s'associer pour faire des choses, c'est compliqué à faire, à dire... à entreapercevoir. Maintenant, il y a des programmes militaires qui sont communs aux Européens. On en a vu et il y en a d'autres qui arrivent. L'avion du futur, le char du futur, il y a des programmes. C'est toujours long, c'est toujours compliqué. Et puis, il y a des passions industrielles aussi. Chaque industriel de chaque pays, là aussi, il y a un côté un peu nationaliste, veut défendre son précaré, veut défendre ses intérêts économiques. C'est pas facile de mettre en commun lorsqu'on n'est pas
une nation fédérale, par exemple, comme le sont les États-Unis, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Oui, Yael. L'Europe qu'on connaît de post-1945, c'était l'idée de faire la paix par l'économie. Justement pas par les ressources militaires, justement pas par l'armée. L'Allemagne n'avait plus d'armée après la Seconde Guerre mondiale. Donc on était sur l'idée que c'est par le charbon et l'acier qu'on va se construire, puis en rapprochant les économies, puis en faisant une monnaie commune. Et puis sont arrivées aujourd'hui des guerres aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine. Donc forcément le logiciel y change et on a un président de la République depuis 2017, Emmanuel Macron, qui pousse pour cette mise en commun, cette souveraineté européenne, mais qui se confronte, pour répondre à la question de nos téléspectateurs, aux souverainismes nationaux. Voilà, il y a confusion aussi sur le retour du souverainisme. Est-ce que c'est un souverainisme national ou un souverainisme européen ? Emmanuel Macron pousse pour ce souverainisme européen qui se heurte dans les opinions publiques dans chaque pays à la montée de l'extrême droite. Alors vous connaissez l'expression « sommes-nous des nains en matière de défense ?» Emmanuel Macron, puisque vous le citez, lors d'une dernière réunion des chefs d'État européens à Budapest, disait que nous étions des herbivores et que face aux carnivores, il fallait se réveiller. On va réécouter. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Ah non, mais on est vraiment des nains en matière de défense, on est totalement nus en matière de défense, on est des herbivores face aux carnivores qui pourraient nous manger à tout moment. Le paradoxe, il est là, c'est qu'on n'est pas des nains. Le budget de la défense de l'Union européenne, si vous prenez tous les pays, c'est 270 milliards d'euros. C'est la même chose pour la Chine. Alors évidemment, les États-Unis, avec plus de 800 milliards, sont bien au-delà. Mais on n'est pas des nains, on a en plus une industrie de défense, particulièrement en France. Mais c'est ce que disait Yael tout à l'heure, c'est le mot souveraineté. On n'arrive pas à mettre tout ça en commun. Et effectivement, on voyait la force de réaction rapide dont nous parlait Emma tout à l'heure. Ça, on sait faire. Ça, agir très vite avec 1000 à 5000 hommes, on sait faire. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne voyait pas venir, c'est le retour de la guerre de haute intensité telle qu'on la vit en Ukraine. Et là, en revanche, au niveau des hommes, oui, là on est vraiment des herbivores, on est vraiment des nains. En revanche, le potentiel, il est là. Il faut tout mettre en commun en Europe pour assurer. C'est le vieux serpent de mer, l'Europe de la défense. Est-ce qu'on va y arriver maintenant ? Beaucoup en doutent largement, mais si on n'y arrive pas maintenant, au moment où il faut se défendre contre la Russie, contre les menaces extérieures, on n'y arrivera certainement jamais en fait. La question de Virginie, ce thème vous inspire, je vous le dis. Une défense européenne, est-ce nécessaire, est-ce plus efficace qu'une défense nationale ? Je me tourne vers qui ? Allez, Xavier. C'est le Xavier chaud. Mais en fait, il faut réfléchir avec deux échelons, effectivement. Ouais. Une défense européenne à laquelle contribue chacun des pays d'Europe et une défense qui doit aussi rester nationale parce que chaque pays a aussi des intérêts propres à défendre. Mais encore une fois, c'est la mise en commun, c'est faire des exercices en commun. On n'en fait pas en Europe, hein. Comme le fait par exemple, comme le font les forces de l'OTAN. Il faut l'organiser, ça prend énormément de temps. Et puis surtout, là où il faut insister, c'est le complexe militaro-industriel. Il faut le remettre en route et ça a un intérêt pour l'Europe puisque ça amène des emplois évidemment et que $1 investi en matière d'armement en rapporte 2 à chaque fois. Donc c'est intéressant pour la défense de l'Europe bien évidemment, mais aussi pour l'économie et évidemment la stratégie de l'Europe à long terme et son indépendance, on le voit bien aujourd'hui par rapport aux États-Unis, avec ce retour de Donald Trump qui nous fait frémir parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus si l'Europe et certains pays en particulier, je pense à l'Allemagne, vont continuer à être protégés par les Américains. Claire, sur ce point, puisque Xavier évoque notre complexe militaro-industriel, est-ce qu'on est à la peine totalement en Europe ? Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ? On a eu combien de déclarations ? Thierry Breton, combien de fois sur ce plateau est venu expliquer qu'on était en train de se mettre en marche et ça a produit ses effets ou pas ? Oui, alors vous vous souvenez de cette déclaration d'Emmanuel Macron, comme quoi ce complexe militaro-industriel et même la France dans son ensemble entrait dans une économie de guerre. Ça ne s'est pas vraiment
traduit dans les faits, parce qu'on est loin d'être dans une économie de guerre, mais enfin, on a une industrie. Nous, on est un gros acteur de l'industrie militaire, de l'équipement militaire. On a largement accéléré la cadence sur la production de poudre, sur la production de canons César, par exemple. Et c'est vrai partout en Europe? Ou est-ce que c'est nous et les autres, où toute l'Europe se bouge? Il y a une forme de prise de conscience, bien évidemment. C'est lent. C'est lent, mais il y a eu une prise de conscience, parce que les décennies précédentes, il y avait un fort mouvement pacifiste qui faisait que, et puis la guerre semblait loin, que l'industrie militaire paraissait être moins une priorité. C'est plus le cas depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Et en ce qui concerne le budget, ça a l'air de rien, mais effectivement, ce fonds qui a été créé en 2021, le fonds de défense qui est doté effectivement de 8 milliards, ça veut dire que chaque pays garde bien évidemment son budget de défense. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je précise que celui de la France est plutôt tendanciellement en hausse et qu'il y a une ambition pour les 6 années qui viennent qui est très importante, de 400 milliards d'euros. Donc non seulement on a nos propres budgets, mais en plus maintenant chaque pays cotise à ce fonds européen de défense qui fait qu'on est mieux armé. Yael. On est un peu suspendu aussi aux élections, à l'avenir du gouvernement Barnier, et en Allemagne aux élections du 23 février, qui est en collaboration étroite régulièrement avec nous. Je voulais vous citer juste quelques exemples quand même de choses qu'on fait en européen. Système de défense aérienne avec des missiles sol-air de moyenne portée, ça s'est lancé, une offre 100% européenne, c'est en cours de construction. La coalition aussi de frappe en profondeur, ça s'appelle ELSA comme le prénom, European Long Strike Approach, si on veut vraiment traduire. Ça, c'est très intéressant, et ça, c'est l'effet de la guerre en Ukraine. Ce sont des pays, France, Allemagne, Italie, Pologne, auxquels s'ajoutent la Suède et le Royaume-Uni, qui mettent en commun leur technologie pour un missile terrestre d'une portée suffisante de plusieurs centaines de kilomètres pour frapper l'ennemi en profondeur. Ça, ce serait typiquement européen et nouveau. Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que l'Union européenne, si elle était attaquée, serait en mesure de se défendre? Il y a eu des études sur le sujet, Emma Barrier, ça a donné quoi? Oui, c'est une nouvelle étude qui a été publiée le 8 novembre dernier d'un groupe de réflexion britannique. Donc, c'est l'Institut international pour les études stratégiques qui dresse un peu le bilan de ce qu'il faut retenir. Alors, c'est plutôt négatif. On peut lister leurs points. D'abord, ils pointent du doigt qu'on manque d'effectifs et de capacités de défense, et ce, malgré une augmentation des dépenses. Je vous disais que c'était 326 milliards cette année. C'était 240 milliards seulement en 2022. Donc, ça a vraiment augmenté. Mais malgré ça, on manque toujours d'effectifs. Ensuite, je les cite, ils disent aussi que les principales forces armées européennes restent en sous-effectif. Trop d'entre elles continuant de perdre des troupes sans inciter la jeune génération à s'engager, et qu'on continue trop, selon eux, de s'appuyer sur les États-Unis à divers degrés dans tous les domaines militaires. Donc voilà, il faut vraiment retenir ça, un manque de moyens et une dépendance trop forte aux États-Unis. Et le point positif qu'on pourrait retenir quand même de cette étude, c'est que la production dans certains secteurs comme la défense aérienne et l'artillerie, elles, ont beaucoup augmenté depuis 2022. Ce qu'ils notent, c'est que les fabricants d'armes répondent aux besoins de l'Ukraine. Merci beaucoup, Emma. Et on a une question de Fabrice qui est arrivée. Bonjour Fabrice. Pourquoi la France ne propose-t-elle pas de devenir, hop, ça va s'afficher, la question pour que je la vois en gros, voilà, ne propose-t-elle pas de devenir le bouclier nucléaire de l'Europe, puisque nous avons la dissuasion autonome? Vous savez répondre à la question, Xavier? Ça, c'est une grande question qui a été soulevée à plusieurs reprises d'ailleurs par le président de la République. Au printemps dernier, il avait dit que la force de frappe nucléaire française était un élément incontournable de la défense européenne. Et en fait, il insiste sur le fait que l'Europe, pour la France, c'est vital. Donc à partir du moment où c'est vital, ça rentre dans la doctrine nucléaire française. Ceci dit, on a vu les montées, les levées de boucliers, notamment en France, parmi les souverainistes, justement, les nationalistes, qui ne veulent pas partager cette défense nucléaire. Il est vrai que la France est un pays qui est largement avantagé par ce choix du général de Gaulle d'avoir le parapluie nucléaire, et puis un parapluie nucléaire totalement indépendant des États-Unis, contrairement aux Britanniques, par exemple, qui ne sont pas dans l'Europe, mais qui participeraient sans doute de la défense de l'Europe si elle était menacée. L'étendre à l'ensemble de l'Europe, oui, ça pourrait être un premier pas, mais c'est un premier pas politique qui est extrêmement compliqué. Là, je vais laisser la parole à Yael. Et là où, pour rejoindre Xavier, là où Emmanuel Macron avait disrupté De Gaulle, c'était aussi sur le siège au Conseil de sécurité, siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque Emmanuel Macron était prêt, discours de la Sorbonne 2017, à partager ce siège avec l'Allemagne, ou de manière tournante pour l'Union européenne. Donc là, on voit qu'on touche à des tabous français. Ça, c'est des discours à l'époque où Emmanuel Macron était flamboyant, tout juste élu président de la République. On n'est plus du tout
dans la même atmosphère, la même ambiance, mais n'empêche que là, il a posé des jalons qui feront réfléchir pour la suite, parce qu'évidemment, cette dissuasion nucléaire, pourquoi ne pas la mettre au pot commun pour renforcer l'idée européenne? C'est pas du tout la position de l'Allemagne, hein. L'Allemagne n'est pas du tout sur cette ligne-là. Non, pas. Non, il y a toujours l'atlantisme allemand qui ressurgit. Vous confirmez, du côté de l'Allemagne, ça ne se passera pas. Oui, tout à fait. Mais effectivement, là, on est sur cette notion d'Europe fédérale dont on est extrêmement éloigné. Mais s'il y avait une Europe fédérale, il y aurait beaucoup plus de facilité à avoir une armée d'Europe fédérale. Les décisions seraient beaucoup plus simples. Et effectivement, le parapluie nucléaire français pourrait être mis au pot commun des autres pays. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il resterait sous la souveraineté de la France. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inconvénient majeur. C'est toujours le président de la République, le chef d'état-major des armées qui déciderait. Mais qu'est-ce qui se passerait si un pays était attaqué, par exemple, par les Russes, pour ne prendre qu'un exemple, un État balte, et qu'il faille le défendre, et qui est, de la part des Russes, un bombardement atomique? Là, la décision reviendrait de toute façon au chef de l'État français. Oui, Claire. Oui, je vois qu'on pose la question, avant l'arrivée de Trump, faut-il un réveil européen? Il a déjà eu lieu, ce réveil, de mon point de vue, puisque pour la première fois de son histoire, l'Union a mobilisé plus de 10 milliards d'euros pour fournir des armes létales à l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a fait pivoter l'Union européenne sur son axe, et plus rien ne sera comme avant. Parce que c'est, en fait, la philosophie de l'Europe jusqu'à présent, c'était pas de les fournir des armes pour tuer. C'était effectivement plutôt la paix, plutôt l'économie, etc. Donc c'est vraiment un pivot, un shift très intéressant qui s'est produit à ce moment-là. Et quelles seraient les missions de cette force européenne? Si on prend l'exemple de l'Ukraine, par exemple, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, je vous propose d'écouter Boris Johnson, qui, lui, fait partie de ces personnalités qui sont pour l'envoi de troupes européennes en Ukraine. Alors, pour le maintien de la paix, hein, oui. Pas pour de l'offensif, pour le maintien de la paix. Mais on va l'écouter. Je pense que nous devrions certainement envoyer des troupes pour soutenir l'Ukraine. Oui, des troupes britanniques. Je ne pense pas que nous devrions envoyer des troupes de combat pour affronter les Russes, mais je pense qu'une force multinationale européenne de maintien de la paix serait nécessaire. Elle contrôlerait la frontière et aiderait également les Ukrainiens. Je ne peux imaginer qu'une telle opération européenne puisse se passer de la participation du Royaume-Uni. Nous devons être présents. Yael et Xavier, vous êtes inspirés. Rapidement, juste un petit paradoxe, parce que c'est l'homme du Brexit, c'est l'homme qui a sorti le Royaume-Uni de l'Union européenne et qui réclame maintenant une force multinationale européenne, donc Europe des nations, on a bien compris, mais quand même, on se dit que de chemin perdu, de temps perdu, puisqu'on aurait pu avoir tout ça au pot commun. Ça, c'est un avis personnel, pardon. Mais donc pour Boris Johnson, il parle de maintien de la paix. Le test, ce sera effectivement s'il y a un cessez-le-feu qui arrive dans les prochaines semaines ou prochains mois dans le Donbass, dans cette zone qu'il faudra contrôler. Est-ce que l'Europe sera présente militairement au nom de l'Union européenne, ou est-ce que ce sera encore des troupes de l'OTAN classiques? Oui. L'Europe sait faire ce genre de choses, en fait. Ça fait partie des missions qui sont faites de manière régulière. C'est pas tellement le problème, en fait. Le problème aujourd'hui, c'est de défendre l'Europe en cas d'agression. Et là, effectivement, c'est plus compliqué, sachant en prime qu'on a sur le matériel, on a un énorme problème. L'Europe exporte 2/3 de ce qu'elle produit dans le monde entier en matière de matériel militaire. Mais on importe aussi les 2/3. Ça veut dire qu'on fabrique beaucoup plus pour l'étranger que pour l'Europe elle-même. Et on dépend de qui? On dépend de qui en termes d'armement? Des États-Unis essentiellement, ça peut être aussi la Corée du Sud. Ouais. On voit quand la Pologne a décidé de passer son budget militaire à 4% de son PIB, ce qui est un effort gigantesque, qui sont le seul pays d'Europe à le faire en ce moment, mais pour des raisons très précises. Ils ont une frontière avec les Russes, avec Kaliningrad, ils ont une frontière avec la Biélorussie, qui est aussi une menace potentielle, puisqu'on sait que c'est un État totalement sous la coupe du Kremlin. Ils achètent sur étagère, ils achètent ce qui est disponible, ils ne peuvent l'acheter qu'aux États-Unis, parce que nous, justement, il n'y a rien de disponible. Lorsqu'il a fallu envoyer du matériel en Ukraine, on a fait tous les fonds de tiroir, parce qu'on n'a pas ce matériel-là. Et en prime, quelque chose de très important, les Européens, en particulier la France, qui est devenue d'ailleurs le deuxième exportateur d'armes au monde devant la Russie avec le conflit en Ukraine, puisque la Russie exporte moins, derrière les États-Unis bien évidemment, mais on n'a pas de matériel disponible et on fait de la haute technologie. On fait le Rafale à l'export, c'est énorme. Ça, on sait très bien faire. Et on a parié aussi sur la haute technologie, pas sur les fantassins,
pas sur la guerre des tranchées telle qu'on l'avait vécue en Europe pendant la guerre 14-18. On pensait que c'était terminé. Et voilà, et aujourd'hui un peu inadapté. Je vous propose une nouvelle question, peut-être dernière de ce LCI vous répond. Question de Arnaud à Amiens. Peut-on envisager la création d'un service militaire européen ? J'y avais pas pensé, ou à défaut une collaboration entre les services militaires nationaux. Yael dit non, j'ai l'impression. Disons que ça a un peu du plomb dans l'aile, et c'était un peu l'idée aussi dans le service national. Sur LCI, la censure, ça s'accélère. Vous le voyez en bas de votre écran, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin sont en ce moment à Matignon, auprès de Michel Barnier, ministre du Budget, ministre de l'Économie pour les deux hommes. Alors, il se dit que c'est pour affiner la stratégie. Quelle stratégie ? Puisque vous le savez, le RN dit censure de notre côté, sauf miracle. Peu croient au miracle en ce moment. Et puis, il y a le gouvernement